Et bonsoir, Fred à nouveau d'Indécent Podcast avec... Freud, Geekoa, on n'a toujours pas racheté Indécent, mais ça va pas tarder. On n'a toujours pas racheté Geekoa non plus. Pas. Donc on est à la fin du deuxième jour du Festival international des jeux de Cannes. Et cette fois-ci, regardez-moi ces hommes en vert magnifiques, l'équipe d'Origames. C'est beau. Enchanté. Salut, bonjour. Petits hommes verts, non, des grands hommes verts. Oui, des gros hommes verts. On rentre tout juste dans nos t-shirts d'hommes verts. Qui ont encore l'air à peu près frais après une journée. Alors, un samedi au fiche quand même, faut le dire. On quand même... se drogue beaucoup, donc ça permet de faire ça en fait. Fallait pas le dire tout de suite. Merde, pardon. Pas d'autres explications. Ça reste à Cannes, ce qui se passe à Cannes. Alors, comment ça se passe pour Origames? Ça, c'est un peu la première question facile. Globalement pour Origames, ça se passe plutôt très bien. Là, on a quand même Alice is Missing qui a été nommé, ça c'est plutôt cool. On savait qu'on serait pas, qu'on gagnerait pas, mais le simple fait que ce soit nommé permet de faire entretenir une hype et on n'arrête pas sur le stand effectivement d'initier plein de gens pour leur expliquer, pour ne pas jouer en direct parce que c'est un peu compliqué en salon. C'est un peu court. Ça monte vraiment 3 heures, on va dire, donc là c'est vrai. Il faut de la musique, mais au moins préparer le setup, leur expliquer comment jouer pour que chez eux, sous-entendu après avoir acheté le jeu, chez eux, eh bien, ils pourront du coup être dans de bonnes conditions pour vraiment pouvoir profiter d'expérience, parce que c'est une expérience sociale, assez unique pour le coup. Donc, et ça va démarrer tout de suite avec ce qu'on leur a expliqué, ils ont déjà les règles globales. Oui, c'est ça. Ils savent jouer et directement après, ils peuvent lancer une partie tranquillement. Donc ayant profité effectivement des explications un petit peu plus tôt dans l'après-midi, je confirme que on l'a déjà, le jeu en tout cas. Et c'est vrai que rajouter le contexte, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, ça c'est ma petite touch, on va dire, holistique. C'est que c'est venu en fait quand on proposait à l'Asdor de pouvoir jouer Alice is Missing. Et l'idée étant de créer des setups déjà faits pour permettre de jouer tout de suite et d'économiser du temps. Et c'est là où je me dis, tiens, c'est pas du coup sympa de mettre en place des concepts différents. Donc un contexte, on va dire, thriller classique, et puis un truc, pourquoi pas, un peu fantastique à la Stranger Things, et puis pourquoi pas un truc un peu genre super-héros, Chronicles ou Misfits. Et donc l'idée, c'était ça, d'avoir des personnages, des trucs qui se mettent en place, pré-fait, prêt à jouer en fait. Voilà. Donc on pourra mettre à dispo sur le site d'ailleurs après pour ceux qui veulent. Mais ça permet comme ça d'aborder le contexte de manière assez précise et d'imaginer autre chose que ce que uniquement le jeu propose. Voilà, des exemples de mise en place. Oui. Puis on rappelle aussi que les musiques sont dispo sur votre site. Complètement, il y a une s'immerger dans le truc. Chaîne YouTube. Il y a Alice is Missing, on tape Alice is Missing, compte à rebours ou compteur, un truc comme ça. Et on a la musique d'ambiance qui est géniale. En plus, quel soit le courant de musique qu'on aime bien, on est porté par la musique qui suit en plus toute la progression dramatique des cartes. Enfin, il y a un travail magnifique qui a été fait là-dessus. On peut l'écouter autrement qu'en jouant. Mais c'est ça. Vraiment, elle est vraiment prenante. En bossant, ça marche très bien. Ouais, carrément. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la VO de le qui, pour le coup, quand on est rôliste, c'était pas forcément le truc le plus simple à prendre en main parce qu'on a des réflexes de rôliste et il faut les casser. Oui. Mais c'est une autre façon de jouer. Moi, j'ai adoré le concept, j'adore l'émotion que procure le jeu et l'évolution qu'on a pendant la partie. C'est vraiment pour moi un jeu qui est pas associable à d'autres jeux. C'est Alice Missing. Ça ressemble à rien. C'est pour ça que je trouve que ce jeu est vraiment à tester pour des gens qui aiment le jeu de rôle, pouvoir jouer autrement. Mais carrément, ce dont je parle souvent au public, à notre public, c'est que l'interface du téléphone, en fait, qui peut être perçue au début comme quelque chose de rebutant, participe à l'expérience. Et que l'idée, c'est qu'en fait, quand le joueur tape un message sur son portable, on imagine en fait derrière le reflet de son personnage qui tape en même temps le même message. Et c'est ce qui fait que du coup, via l'interface du téléphone, en fait, on fusionne avec le personnage et du coup, on sait qu'on prend tout au premier degré. Et c'est ce qui fait que on a beaucoup de mises en garde qui sont proposées parce que on prend tout personnellement, d'où l'usage de la carte X d'ailleurs, qui est super importante à des moments qui peuvent être compliqués à gérer. Mais c'est surtout que du coup, comme on prend tout personnellement, on va vivre des choses qui vont venir nous trifouiller à l'intérieur, on a des émotions, de l'ascenseur émotionnel, et qui fait qu'après 1h30, quand les gens me disent mais c'est quand même lourd, tu ne verras rien, tu ne verras rien passer. Surtout qu'au début, on a des événements qui arrivent tous les 10 minutes, et très vite ça s'accélère.
Tous les ça monte en tension. Ça monte en tension. La musique monte en intensité, donc tout pousse vraiment. On sent physiquement la tension qui vient en soi, et on raconte des trucs, et il se passe des... Voilà. Donc ça vraiment, l'expérience est inoubliable. Je me souviens encore de ce que j'ai vécu il y a 6 mois. Quoi, hein, donc voilà. Et le côté quand on tape des messages et qu'on n'a pas de réponse des autres parce que des événements, ils sont dans des lieux différents, des machins, on a vraiment la sensation ils sont à côté, mais on peut pas leur parler. C'est ça, je suis perdu. Vas-y, réponds. Qu'est-ce que tu fais Dis-moi. Ouais, j'ai besoin de la réponse maintenant. Ouais. Donc ça, c'est ce côté unique qui fait que c'est ce qui plaît aux gens, et puis c'est l'originalité du truc. Hein. Puis, apparemment, pour moi, en avoir discuté avec plusieurs boutiques, ça a été une belle réussite. Oh oui, c'est un raz-de-marée. C'était sold out tout de suite. La réimpression sold out tout de suite. Donc là, on réimprimé des trucs. Plein de trucs ont été réservés donc du coup pour pouvoir être placés. Et puis il est régulièrement mis en avant. Il est régulièrement mis en avant. Ça va devenir, je pense, un fond de catalogue en fait, parce que il n'y a tellement rien qui ressemble à ça. On est plus proche de l'expérience sociale que du jeu. C'est ça que je dis souvent aux gens. C'est qu'on est dans autre chose. Et effectivement, pendant une soirée, tu as 3 heures à dépenser. Tu sais que tu te prépares à ça. Quand on dit vous pouvez jouer sur place, on peut jouer dans l'espace Asdor effectivement, mais c'est un peu amoindrir la qualité de l'immersion et de l'expérience. C'est un lieu cosy où on est vraiment... Mais c'est ça, où on est chill, vraiment. Le côté, je pense même, dans un canapé un peu avachi, avec son téléphone, va participer à l'immersion. Le côté détente aussi va être avec un petit coca, une petite pizza, un petit machin, ensemble, tous ensemble. C'est pareil, voilà, on dit est-ce qu'on peut jouer sans être au même endroit? Je le déconseille. Parce qu'il y a des phénomènes de langage non verbal. Quand on est ensemble, je vais envoyer un message en particulier à quelqu'un, la manière qu'il va avoir de se tendre, au contraire de se marrer, et moi je ne suis pas au courant, je vois qu'il se passe des trucs, mais il y en a qui rigolent. Il y en a qui rigolent, mais qu'est-ce que vous avez? Enfin, tout ça, ça participe à l'expérience en fait, et à l'immersion et à l'émotion en fait. Totalement. Alors je sais qu'il y avait une question que toi tu as beaucoup envie de poser sur la partie jeu de rôle. Moi j'ai déjà posé, donc je vais te le laisser faire. En fait j'ai plusieurs questions, puisque toujours sur Alice is Missing, en ce moment il y a un financement sur KS, sur l'extension. On est dessus. On est dessus, on a le petit macaron, traduction française, Origens, machin. Donc on est dessus, on est sur les coups. Ça c'est fait. Ça arrivera direct en boutique, nous on fera pas de financement. Et du coup, moi j'avais la question sur le reste de la gamme Origami de Renegade. C'est ce que je disais. Non mais clairement, moi je trouve que c'est des jeux qui sont bien pensés, super bien foutus et qui n'ont pas forcément d'équivalent. Donc on a Kingdom Bike, Kingdom Drums et Kingdom Face. C'est dans les tuyaux. Ce que j'expliquais, c'est que voilà, les frais de traduction sont tellement importants par rapport aux ventes potentielles qu'on va pouvoir faire derrière, que c'est très compliqué de voir l'équilibrage financier de ces produits-là. On a sorti là Terror sur Lakeview, qui est un jeu de plateau tiré de Kingdom Bike, et où on va pouvoir quelque part ressentir tout un tas d'émotions lié à Stranger Things, ce genre d'univers à la Kingdom Bike, via le jeu de plateau, qui sera quand même beaucoup plus facile à appréhender. En plus, il y a un côté un peu mystérium, asymétrique, qui colle vachement bien à l'univers et à la thématique du jeu. Le jeu lui-même fonctionne vraiment très très bien, on n'a que des bons retours, donc c'est pareil, le truc se passe plutôt bien. Donc voilà, on voit déjà que si les gens sont adeptes du jeu de plateau, après derrière peut-être qu'on dira c'est le jeu de rôle tiré du jeu de plateau, peut-être, mais faire le contraire en fait c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas forcément le public pour. Si c'est pour vendre le jeu à 300, 400, 500 exemplaires, ça rentabilisera pas les frais de traduction, clairement. Donc c'est là où c'est pas forcément évident de se positionner en fait. Mais ça reste à l'étude, il n'y a pas de nom définitif. On essaie d'un moment d'imaginer une boîte d'initiation qui pourrait regrouper plusieurs bouquins. Voilà, on pense à des trucs, il y a quand même malgré tout le jeu de base, il y aurait du complément à écrire. Parce que tel qu'il est fait là, on a quelque chose d'assez narratif, mais il faut quand même être un peu déjà costaud en termes de rôle et pour pouvoir prendre ça en main facilement. Qui réduit encore plus le public. Là où si on voulait un peu plus l'ouvrir, l'étendre, il y aurait un peu de masse à rajouter, de didactique, de mise en place, de propositions, de setup, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas vraiment chose qu'on a le temps de faire. Alors on a des collaborateurs qui nous proposaient effectivement de le faire, mais c'est pareil, c'est des budgets à mettre en place, ça se rajoute aux frais de traduction. Enfin, tout ça, c'est compliqué à mettre en place. On aimerait, parce que moi j'ai adoré les parties que j'ai faites, la création de perso est super intéressante, il y a plein de trucs très chouettes. Mais derrière, voilà, faut qu'il y ait une réalité économique qui puisse se mettre en place. Ce que j'expliquais, c'est qu'autant nous, en Shan,
on est en mode clochard, on fait tout gratuitement, on met des accords avec les illustrateurs pour faire des trucs, ils nous autorisent à utiliser des visuels qu'ils nous prêtent, des trucs que je colorie moi-même, enfin, c'est vraiment de temps en temps on va payer un peu, on va libérer un petit budget pour faire des trucs, enfin voilà, et puis on sort nos trucs comme ça avec le timing qu'on veut, ça va prendre 1 an, 2 ans, on a zéro pression là-dessus parce que voilà, on rentre pas dans une réalité économique, c'est autre chose. Et puis c'est un peu votre bébé aussi. Mais carrément, et on fait ça. On continue à bosser dessus. On continue comme ça, et on fait ça en dehors de nos heures de boulot. Pour le coup, c'est une passion et voilà, ça continue. On a quand même toujours une communauté qui marche bien, et c'est super sympa. Mais on voit bien que ça colle pas du tout avec une réalité économique ou si on veut faire du jeu de rôle dans un cadre professionnel, tout de suite, voilà, ça coince quoi, forcément. C'est autre chose. Quoi. Donc justement, pour faire la passerelle sur Shan, moi je suis un adepte déjà de la V1, maintenant la V2 du coup. Donc la dernière campagne qui est sortie, c'était Le Feu sur la glace, en 3 parties avec les aides de jeu. Tout à fait. Ouais. Donc tu me disais qu'il y avait des choses qui sont encore en cours d'écriture. On est parti dans plein de directions différentes. On développe toute la planète, c'est les autres continents, parce que le jeu se passe sur un continent principalement. Et là, on est en train de développer un peu toute la géopolitique de l'ensemble, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et à créer on a des collaborateurs qui sont devenus des amis, qui sont en train de se charger de la description de certains types de continents. Nous, on travaille sur d'autres, on crée des croisements, on commence à voir, tiens, il y a des types de continents en fait, qui financent l'ombre éotienne, donc ça crée des allers-retours, des trucs qui sont rigolos. Et évidemment, imaginez que l'Éotie va coloniser aussi d'autres endroits, donc quelque part le coloniser et aussi colonisateur quelque part, donc ça remet un peu des zones grises, ça casse le côté un peu manichéen qu'il pouvait y avoir à un moment, même s'il n'était pas vraiment, mais en tout cas là ça vraiment les méchants humains, non, on est devenu très très loin de ça maintenant, déjà avec la nouvelle édition, et là encore plus avec cette manière de voir une perception globale de l'univers. Et le petit truc rigolo, c'est qu'en fait tout le côté symbolique, en fait on dit qu'il est propre et aussi, et quand on va sur d'autres continents, le Shan, on ne sait même pas ce que c'est. La magie. Il y a d'autres formes de Shan, il y a d'autres manières d'appréhender l'univers, il y a d'autres cosmogonies. C'est ça qui est intéressant, c'est de bien montrer qu'en est aussi, c'est une vision. Et puis, quand on va ailleurs, dans le Tringae, le monde des Dark and Blancs électriques, qui ont un esprit cristal qui va régir un peu leur vie, c'est un autre délire, avec des espèces de trains électriques gigantesques, alimentés par des d'anguilles électriques, avec des méduses qui font batterie. Voilà, on voit qu'on est complètement dans autre chose, voilà, où on a le Shenchar complètement à l'ouest, où quand on a un prophète qui était petit, obèse et livide, que tout le monde rejetait, et qui a dit, ok, puisque vous me rejetez, je vais créer une religion et vous allez devenir comme moi, et qui force les gens à pratiquer leur religion, à manger énormément, à avoir des traitements de la peau pour blanchir leur peau, et c'est la revanche quelque part du prophète. On est dans un autre délire total en fait, donc c'est ça qui est très rigolo quoi. Voilà, le soir il en parle même pas, là c'est carrément foutraque. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs en développement et qui sont que des sources à idées, à univers, à brainstorming, c'est ça qu'on adore. Donc on fait participer à la communauté, on réagit sur des trucs, on propose des trucs. Mais parce que le site et tout, il vit. Ça marche très bien. Là-dessus, on est gâté. On est gâté parce qu'on a vraiment un répondant, on a des joueurs hyper exigeants, qui n'hésitent pas à nous dire non, ça j'aime pas, et qui vont être constructifs. Bon, on en a certains qui disent j'aime pas tout court, mais on en a d'autres qui disent j'aime pas parce que ceci, cela, qui proposent des trucs, nous on réagit, ah mais oui c'est pas bête. Enfin, donc du coup voilà, on est vraiment participatif en fait, beaucoup, on est beaucoup à l'écoute de notre communauté. Je pense que c'est pour ça que elle est là aussi active, c'est qu'on ouvre les portes et puis derrière ils viennent dedans, il y a un vrai échange, on échange à mort. Il y a 2 gammes de suppléments qui leur sont un peu dédiées, c'est qu'il y a des recueils. Je crois, c'est ça. La chronique éotienne, c'était un recueil de romans. Et de nouvelles. Ouais. Là, c'est les suppléments bleus et rouges, c'est itinérance, c'est des recueils de scénarios. Écrit par la communauté, certains par la communauté. Il y en a déjà 2, je crois. Pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un troisième qui est en train de s'étoffer. Tout seul. Et le carnet de voyage, c'est plus des aides de jeu, des envies de développement des gens, justement. Et pareil, qu'on compile, qu'on retravaille. Pareil, le 2 est aussi en cours de fabrication, dans les tuyaux, on va dire. Du coup, ça, Shan, c'est vraiment plus la partie où vous faites plaisir avec la communauté. Et donc, pour parler un petit peu maintenant du cœur d'Ori Games, donc la partie jeu de société, en tant que tel. Donc, c'est
quoi pour être raccord un peu avec l'actu de Cannes, quelles sont les nouveautés que vous proposez un petit peu? Nous on a la guilde des explorateurs marchands. Ouais, il a l'air bien vu. Des expéditions marchandes. Ouais, il a l'air vraiment intéressant. Tuerie totale. On augmente les tables au fur et à mesure parce que trop d'attente. Trop d'attente. Donc non. Et c'est ce que j'explique pour faire marrer les gens, c'est du roll on write sans roll et sans write. Et ça marche très bien parce qu'effectivement, on a cette notion de développement de parcours en fait, avec des petits cubes, au lieu que ce soit des stylos, des choses comme ça. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque âge, en fait, on retire tous les petits cubes. Par contre, on peut se redéployer à partir de villages qu'on a pu mettre le plus loin possible. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'étendre le plus loin possible pour pouvoir scorer des points, créer des connexions, etc. Et donc, il est hyper accessible, il s'explique en 5-10 minutes. Et puis derrière, avec une très très bonne rejouabilité, parce qu'il y a différentes cartes. Et ce qui est très sympa, c'est parce que les roll and write, c'est vrai que la rejouabilité, c'est toujours un peu... Non, mais là, comme il y a différentes cartes, alors tout le monde joue sur la même carte à chaque fois. Et les trucs très sympas, c'est qu'en fonction des terrains, c'est des terrains qu'on révèle, en fait, qui indiquent où on pose nos petits cubes. Eh bien, on a beau avoir tout le monde les mêmes terrains révélés en même temps, on voit très vite que les gens vont partir dans d'autres configurations parce qu'ils ont des objectifs différents. En même temps, il y a des objectifs communs qu'il va falloir essayer d'avoir le premier pour avoir des points. Donc à la fin d'une petite course, de dire par où il va, mince, il va faire ça, mince, moi je suis pas parti par là. Voilà, ça crée des petites tensions, des petites émotions qui font du coup c'est hyper addictif et ça marche très bien. Ouais, ça se joue assez vite aussi en 3 quarts d'heure. Ça c'est très bien. De combien de joueurs du coup? De 2 à 4. C'est un très bon de joueur aussi. Enfin, voilà, ça marche très bien. On fera un petit insert pour vous montrer à quoi ressemble le bestiau. Donc pour un individu comme ça qui connaît pas le jeu de société, qui connaît pas. Mais non. Alors typiquement, dites-lui que c'est accessible. Non mais clairement, là on est dans un truc, comme je te dis, qui s'explique en 5-10 minutes et où derrière tu sauras tout de suite ce qu'il faut faire, comment le faire et tu vas très vite prendre du plaisir à essayer de récupérer des petits points à gauche, à droite, de créer des petites connexions. Un délire de manipulation qui est sympa. Exactement, qui participe au truc et surtout bêtement, en plus pour le côté rôliste, ce côté un peu cartographe de... je me fais mes films, voilà. Tu te crées tes relations commerciales, t'imagines un comptoir qui est relié, tel truc qui se fait, et tu vas visiter des épaves. Exactement, tu vas visiter des épaves, tu récupères des trésors, donc tu te racontes tes petites histoires en fait en jouant à ce truc-là. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc on a Terreur sur les dunes aussi, beaucoup, qu'on va bientôt sortir, et on a un gros jeu qui est très très attendu, qui va arriver vers septembre, et Planet Unknown. Et alors là, par contre, c'est une tuerie absolue, où on va avoir un jeu de développement un peu à la Terraforming Mars, en gros, mais avec en centrale une espèce de petit plateau tournant, avec des polyomino de terrain un peu à la Tetris. On a une planète, et l'idée c'est de compléter le mieux possible sa planète, où dès l'instant où toutes les cases de sa planète sont remplies, on score des points. Et évidemment, comme tous les trucs ont des formes un peu biscornues, on fait ce qu'on peut. Et le truc génial, c'est qu'en fait, le plateau est tournant. Et quand je choisis un secteur où je choisis 2 emplacements de polyomino, ça contraint les autres pour prendre les choses en même temps. Ce qui fait que le jeu qui aurait pu être super lourd, si tout le monde devait jouer l'un après l'autre, tout le monde joue en même temps. Et on a presque un truc de draft de polyomino, puisque vaut mieux prendre une pièce qui m'arrange un peu moins qu'une autre, mais qui peut contraindre un mec où je sais que lui il a besoin à tout prix de ça, et du coup il l'aura jamais. Donc voilà, c'est ça qui peut être vachement sympa, c'est que on est à l'affût de, pourvu que ce soit moi qui choisisse, qu'est-ce qu'il va me laisser, qu'est-ce qu'il va me laisser, super, c'est bon, je peux placer mon truc, parce qu'en plus quand on place des polyomino, ils ont 2 couleurs qui font développer des petits canaux de progression, on peut progresser en ressources, en technique, on a un petit rover qu'on peut balancer, qui va récupérer des points de victoire, etc. Donc ça c'est sorti à la rentrée quoi. Sorti à la rentrée, voilà, avec surtout plein de planètes différentes, plein de plateaux de corporations différentes, donc il y a plein de manières de jouer différentes et de scorer, mélangeables. Moi je peux jouer avec le plateau de base pendant que toi tu joues avec des trucs plus compliqués. Tu vas pas gagner plus de points, tu auras plus de contraintes, par contre ça permettra avec tes contraintes de faire d'autres trucs. Voilà, ça c'est la grosse tuerie, parce qu'on a vu, on a des profils très très différents de joueurs, entre le gros core gamer qui va partir en cacahuète pour vraiment essayer d'optimiser le truc, et un joueur hyper casual qui va se faire plaisir à juste faire son petit truc, il va perdre, mais il s'en fout parce qu'il aura fait un truc sympa. Franchement, ça balaye vraiment tout. Enfin, on a que des retours positifs là-dessus, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est un gros truc, il est en démonstration et c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. On a Love Letter aussi, Princess,
On a carrément Quotidien qui est venu filmer une partie, donc on ne sait pas si ça passerait, ça sera diffusé, mais en tout cas il y a un intérêt là-dessus. Et le il est excellent. Il est génial. On a un petit twist là où effectivement on a deux princesses qui sont dans le jeu, et si les deux princesses sont révélées et qu'elles sont là jusqu'à la fin, elles gagnent ensemble. Donc il y a un petit côté coop, donc qui rajoute un petit twist par rapport à cette version de base. Et puis c'est tiré d'une BD où les deux héroïnes sont des princesses amoureuses. Oui. Ouvertement, LGBT+, assumé, revendiqué totalement là-dessus, on y va à fond. On a un petit jeu de party game pour rôlistes, Donjon Dragon, avec pierre, feuille, papier, magicien, où on a des petites cartes avec des formes de presque comme le langage des signes en fait, où on va cibler 1, 2, 3, je te cible, et puis je fais un sort, comme ça, machin, par rapport à ce qui est indiqué, pour faire avancer, reculer, gagner des points, voler des points, en donner à quelqu'un d'autre, etc. À la fin de plusieurs manches, quel point de plus de pièces d'or gagne la partie. Évidemment, celui qui a le plus de pièces d'or est la cible de tout le monde. Comme je sais que c'est la cible de tout le monde, du coup, je vais pas l'utiliser, je vais faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ultra marrant, très facile à jouer. En plus, s'il y a la carte spéciale OGL, alors là, vous faites reculer tout le monde. Mais ils reviennent après. Ils s'excusent. On va pas trouver celle-là. Elle était pas mal. Pourtant, c'est la fin de journée. Et on a un petit jeu qui paye pas de mine, et on est en train de faire un carton avec, c'est Ortis. Un petit jeu solo qui est ex-Orchard, qui avant, on construisait son verger, il fallait l'agrandir. Et là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, au dos de chaque carte qu'il y avait avant, on a maintenant des petites recettes. En les combinant, ça donne un score à effectuer. Et on a des petits défis qui permettent de faciliter le score à faire, qui fait qu'on a une rejouabilité infinie, ce qui était moins le cas d'Orchard avant. Et là, c'est la version améliorée, en gros, c'est mieux que le précédent. Et donc, on joue tout seul, on peut même jouer à 2 ou à 3, chacun a un jeu, et en se mettant d'accord sur, on tire telle carte, c'est la même, et dès l'instant tout le monde tire la même carte au fur et à mesure, à voir comment chacun va agencer au mieux pour avoir le plus de points. Donc c'est plutôt marrant. Côté casse-tête. Casse-tête, voilà, côté vraiment casse-tête qui marche plutôt très bien, quoi. Et comme on en a plein, il y a aussi la gamme 1900. Oh là là, alors ça, ce sont des petites boîtes, c'est des gros jeux dans des petites boîtes, et c'est à chaque fois sur un événement marquant des années 1900, et ça va développer une mécanique à chaque fois différente dans cet univers-là. Donc ça va être le forage du tunnel sous la Manche, la construction de l'ISS, le Cotton Club 1924 pendant la prohibition des États-Unis, une course vers le pôle Sud en 1911. Il y a à chaque fois des thèmes historiques réalistes qui sont développés en jeu. Du gros jeu où quand on voit typiquement Cotton Club 1923, qui est un 24, qui est un jeu de pose d'ouvrier. 23. C'était après, c'est l'extension. Où c'est un jeu de pose d'ouvrier, et donc on va avoir plein de cartes qui sont étalées, des jauges et tout un tas de trucs, et quand le jeu est installé, ça fait toute une grande table en fait, et on va avoir une petite boîte à 20 balles, quoi. Donc ça, avec une expérience de jeu, grosse profondeur de jeu, hyper un peu calculatoire, d'opportunité. J'ai remarqué qu'il y a cette tendance justement de synthétiser les gros jeux, des trucs plus accessibles, quoi. Crise oblige, effectivement, on a fait d'avoir une petite gamme hyper accessible, ça séduit beaucoup aussi. Donc voilà, après on a des jeux qu'on pris qu'ils ont, mais en tout cas là-dessus on peut avancer. Et puis les petits jeux, c'est quand même pratique parce que ça se balade facilement. Oui, c'est vrai. Parce que là je me souviens de jeux que j'adore, les Battlestar, etc., qui sont fabuleux. Bah oui. Bah c'est ça. Allez, mets en place maintenant. C'est pas évident. C'est ça. Simple, efficace, rapide et pas cher. Bah écoute, je pense qu'on a fait quand même un tour assez complet et concis. Allez. Voilà, donc on vous remercie. Super, merci à vous. Pour ces quelques minutes consacrées. C'est un plaisir. Et puis plein de bonnes choses pour la suite, pour la fin du Fige, pour la survie. Pareil, il reste demain encore. Voilà, puis après on ira se coucher pour 3 jours. J'allais dire une semaine. Allez, une semaine. On est comme ça. Ça marche. Merci à vous, puis à bientôt. Super, merci. À la prochaine. Salut.